Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire. Donc, pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts, organisé par l'association Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous serons ensemble cet après-midi de 14 heures à 16 heures. C'est le troisième webinaire de notre cycle 2026 sur la santé mentale qu'on a intitulé Santé mentale, des chemins inspirants pour agir autrement. Donc, nous avons eu un premier webinaire sur la prévention du suicide en milieu rural qui a eu lieu en février, qui est disponible en replay sur notre site internet, et un deuxième webinaire autour de la santé mentale des jeunes, donc des jeunes en action pour leur santé mentale, qui a eu lieu en avril et qui sera bientôt disponible en replay sur notre site également. Je suis Bénédicte Cabrol, co-référente santé mentale à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, et donc j'anime ce webinaire pour lequel nous avons plusieurs intervenants d'horizons divers à qui je vais maintenant laisser la parole. Je vais vous laisser vous présenter votre structure ou projet pour que chacun puisse bien comprendre ce que vous faites et quels sont les liens entre vos pratiques. On va commencer par Jérôme. Jérôme Lagneau, si je vous laisse la parole. Je m'appelle Jérôme Lagneau, je travaille pour Trois Petits Points, qui est une association de médiation scientifique. Voilà, ça fait plus de 15 ans que on réalise donc des projets de valorisation de la recherche, donc avec le CNRS, l'INSERM, voilà, les instituts français, également les services de promotion santé. Moi, j'ai fait des études donc, de médiation scientifique et aux Beaux-Arts également. Et donc, on essaye au maximum de mutualiser ces compétences donc, en travaillant avec des artistes locaux. Donc, moi, je suis basé à Angoulême. Et donc, je vais essayer d'améliorer le son avant la présentation. Je laisse les autres intervenants se présenter. C'est- Merci Jérôme. Laure Garancher. oui, bonjour. Donc du coup, moi, je travaille pour une association que j'ai cofondée il y a maintenant 10 ans qui s'appelle The Ink Link, le lien par l'encre. Et c'est une association qui est née d'un constat. Donc moi, à l'époque, je travaillais sur les questions d'accès aux soins dans des zones très isolées en Amazonie. Et on s'est rendu compte que quand on faisait de la promotion de la santé, donc je travaillais pour l'OMS, souvent les gens ne comprenaient pas ce qu'on essayait de leur dire sur le terrain parce qu'on ne prenait pas en compte les aspects culturels et leur perception de la santé. Et moi, j'ai une formation d'anthropologue et d'experte en santé publique, mais à côté de ça, je suis aussi autrice de bande dessinée. Et du coup, je me suis toujours beaucoup intéressée aux questions de représentation de la santé, anthropologie de la santé et comment la mettre en image. Et du coup, à l'occasion de ce projet de recherche qu'on a mené en Amazonie, on s'est rendu compte que grâce à l'image, on pouvait représenter des concepts abstraits. La santé, c'est tout un tas de concepts qu'il faut comprendre. Et pour pouvoir pérenniser cette initiative, on a créé l'association qui est organisée avec donc, nos membres, c'est des artistes. On a plus d'une centaine d'auteurs de bande dessinée. Et les chargés de projet, on a des profils plutôt en sciences humaines et sociales, conduite du changement. Et on a un CA qui est plutôt des chercheurs sur ces sujets de sciences humaines et sociales, d'éthique, de psychologie, des éditeurs et des artistes. Donc voilà, donc c'est vraiment comment, grâce aux arts narratifs et à l'illustration, on va mettre en image des concepts pour accompagner les personnes et dans une démarche d'empowerment. Voilà. Ok, merci beaucoup Laure. Olivia Chastel, je vous laisse la parole. Bonjour, Olivia Chastel. Donc, je suis chargée de mission pour l'association Interstice, qui est une plateforme de coopération régionale autour de culture et santé. C'est une association loi 1901, un peu comme Promotion Santé, qui rayonne à l'échelle des 12 départements auvergne-rhône-alpins et qui vise à faire collaborer, à faire se connaître les établissements de santé, hospitaliers et médico-sociaux, les structures culturelles et les équipes artistiques qui ont envie d'imaginer ensemble des projets au bénéfice des personnes accompagnées, des résidents, mais également des équipes, des proches et en démarche d'ouverture sur la cité. Donc, on compte aujourd'hui un réseau d'une centaine, entre 100 et 120 adhérents, qui peuvent être des établissements hospitaliers, des structures médico-sociales, des structures culturelles, des équipes artistiques ou des adhérents à titre individuel. Au sein de ce réseau, on est à la fois un organisme de formation, d'outillage méthodologique, aussi d'interconnaissance forte et de militantisme sur la question culture et santé. Et par ailleurs, on a aussi une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'Agence régionale de santé, de la DRAC, donc ministère de la Culture, et de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
pour l'animation et le pilotage de la politique publique culture et santé, qui est une politique publique qui est née il y a à peu près 25 ans à l'initiative des deux ministères de la Culture et de la Santé, et qui vise à promouvoir, à défendre la place de la création artistique, de l'expression au sein des établissements de santé, en tant que droit fondamental de chaque personne accompagnée. Donc peut-être qu'on le détaillera un peu plus tout à l'heure aussi dans les échanges. Et puis Juliette vous en dira plus aussi, qui fait partie de notre conseil d'administration. Merci Olivia. On va pouvoir passer la parole à Juliette Pégon. Bonjour à tous, donc merci beaucoup pour cette invitation à l'échange. Donc Juliette Pégon, moi je suis responsable culturelle pour le centre hospitalier Sainte-Marie, donc basé sur Privas, mais avec un rayon départemental et à peu près une quarantaine de structures en extra-hospitalier. Donc moi j'œuvre pas toute seule avec une belle équipe et un collectif, une commission culture et santé, à mettre en place à la fois une politique culturelle dans l'établissement et puis tout l'ouvrage, la partie opérationnelle, donc de projets qui peuvent être très, très pluriels en théâtre, en musique, en danse. On organise plusieurs choses autour d'expositions, d'écriture. Les formats sont très multiples et sont surtout proposés par nos partenaires culturels, nos artistes, les personnes hospitalisées et les personnes aussi également salariées de l'hôpital, avec également un réseau de citoyens et de bénévoles autour de ce projet-là. Donc, je rejoins évidemment beaucoup Olivia sur ses propos avec l'idée en premier lieu d'une ouverture sur l'extérieur, de lutter contre la stigmatisation et puis également de faire entrer du tiers, de la pensée extérieure dans l'hôpital et de faire sortir la voix de nos patients par le fait artistique. Voilà. Et j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Juliette. Maintenant, on va se tourner du côté de Zaoum avec donc Marion Arnoux et Jean-Philippe Mangeon qui sont avec nous. Je vous laisse vous présenter. Donc Marion Arnoux, scénographe plasticienne et cofondatrice de Zaoum. Jean-Philippe Mangeon, psychiatre hospitalier, cofondateur aussi de Zaoum. Voilà, Zaoum, on l'a créé en 2018 avec donc un constat donc de la question de sortir de l'hôpital. C'était avec les membres de l'association. Du tout début, c'était comment on crée un lieu en ville avec les patients suivis et vivant en ville. L'association s'est étoffée au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui, Zaoum, c'est une association, c'est un lieu et c'est un collectif artistique. Il y a des ateliers toutes les semaines, les mardis entre autres, et des ateliers voilà, moins réguliers, mais qui existent aussi. Donc les mardis, nous avons des ateliers d'art plastique et des ateliers d'écriture. L'atelier d'écriture qui est né il y a plus de 20 ans à l'hôpital et qui continue et qui donne lieu aussi tous les mois à une émission de radio sur Radio Campus et un atelier de création sonore. Zaoum, c'est aussi donc des interventions donc avec le collectif, dans des structures médico-sociales, notamment de la Croix-Marine d'Auvergne, depuis 5 ans maintenant, 6 ans. 6 ans, on me souffle à l'oreillette, 6 ans, et à raison de 6 semaines par an dans différentes structures. Et donc, quand on va dans ces structures, le Zaoum se déplace. Les résidents disent qu'ils vont au Zaoum. Voilà, quand on se déplace. Donc, on déplace un peu le lieu et les équipes. C'est un peu comme, c'est un concept presque, le Zaoum. Voilà, qu'on développera tout à l'heure. Donc, nous sommes aussi en lien avec le CEPIA, le Centre d'enseignement aux pratiques d'intervention artistique aux Beaux-Arts de Bourges, dans lequel nous intervenons et avec lequel nous travaillons et nous recevons donc des plasticiens intervenants, des plasticiens qui s'interrogent en tant que professionnels sur leur pratique et qui souhaitent donc intervenir au sein de structures médico-sociales. Voilà. Et actuellement, alors, le projet actuellement que nous présentons,
Donc, c'est une exposition hommage à un de nos membres fondateurs de l'association, Didier Amblard, que nous présentons dans un lieu municipal, la chapelle de l'hôpital général, donc jusqu'au 9 mai, à Clermont-Ferrand. Voilà, nous en reviendrons tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Marion et Jean-Philippe. Je laisse maintenant Julie Ginesté se présenter. Bonjour à tous et à tous. Donc moi c'est Julie Ginesté, je suis chargée de documentation donc dans la même association que Bénédicte, donc Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Je travaille spécifiquement pour la délégation de la Drôme, également un petit peu en Ardèche. Donc en département, donc mes principales missions, c'est donc du conseil documentaire, du pré-outil pédagogique auprès des professionnels et bénévoles d'associations qui en ont besoin pour soutenir, servir d'appui pour leurs actions, leurs ateliers, sensibilisation. Au-delà de ces pré-outils pédagogiques également, on a à cœur de faire vivre nos centres de documentation avec ce qu'on appelle en Drôme Ardèche des docs ouvertes. Donc on invite des professionnels, par exemple bénévoles, à venir découvrir des outils sur une thématique en particulière. Merci beaucoup Julie. Merci à tous de vous être présentés. Donc on va pouvoir rentrer dans nos questions à chacun des intervenants. Donc en commençant par Jérôme Lagneau. Donc Jérôme, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc, sur le rôle que l'art peut jouer pour vous dans la transmission d'idées, de contenus, que ce soit dans le lien entre la recherche scientifique et le grand public en général ou dans le cadre de prévention, de projets de prévention et de promotion de la santé? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, la question qu'on aborde le plus, c'est quel peut être l'intérêt de l'art pour voilà, exprimer des concepts scientifiques. Je vois les commentaires, donc c'est pas évident. Et nous, donc, on est médiateur scientifique. On a commencé à proposer des projets avec de l'art dedans il y a 15-20 ans et les réactions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une ouverture à aller plus loin dans les pratiques artistiques. Donc, ça peut être à la fois de la bande dessinée, de la vidéo, des films d'animation, aussi du théâtre et aussi des formes digitales d'art. Et nous, alors, le projet dont on voulait parler, c'est le projet Les Ulysses. Donc, vous avez le site lesulysses.fr sur lequel vous avez le projet et qui s'exprime en vidéo et en bande dessinée. Et donc, sur ce projet notamment, c'était très important pour nous que la partie artistique soit vraiment pensée avec la partie scientifique et thérapeutique. Donc c'est un bon exemple parce que quand vous faites un projet en promotion de la santé, vous avez des idées, vous avez des textes, ça c'est habituel sur les projets de valorisation de la recherche, mais vous avez aussi des éléments qui vont être apportés par des éléments qui sont ni du texte, ni des idées, ni des concepts, mais qui vont être vraiment des couleurs, des formes, des éléments de récit. Et ça, vous pouvez très bien avoir des choses qui vont pas concorder. Donc, par exemple, typiquement sur le projet Les Ulysses, on devait parler, donc on parle d'identification positive, donc de personnes qui ont traversé une crise suicidaire et qui finalement vont mieux aujourd'hui. Sur ce type de projet, donc en bande dessinée, je pourrais vous le partager tout à l'heure, vous pouvez regarder sur le site. Si on a un projet avec des très bonnes idées, des très bons textes, validés par des chercheurs, par des scientifiques, mais que le ressenti, quand on prend en main la bande dessinée ou qu'on regarde les vidéos, c'est un ressenti par exemple anxiogène, on peut avoir un effet qui est contre-productif. Et donc il y a par exemple le programme Papageno, alors c'est lesulysses au pluriel.fr. Ok, je vois qu'il y a quelqu'un qui ne trouve pas. Donc si vous avez un ressenti, un projet artistique qui va être en contradiction avec le projet scientifique, ça va pas fonctionner. Donc nous, on essaie sur tous nos projets de vraiment avoir cette réflexion artistique sur les couleurs, les formes, le récit et sur ce qui va provoquer. Et également les entretiens en interview, parce qu'on voit que les entretiens qui sont réalisés sur des thématiques en santé mentale, c'est pas seulement de la captation d'informations, c'est un vrai moment d'échange et il peut y avoir des conséquences. Donc on a, nous, un protocole qui a été mis en place donc, avec les hôpitaux partenaires. Il y a 5 hôpitaux, et notamment La Rochelle qui pilote.
où on a des thérapeutes qui vont intervenir avant les entretiens et après les entretiens. Aujourd'hui, nous, on pense que la question des sciences, bon, de la santé mentale et de comment est-ce qu'on peut en parler, c'est un vrai enjeu fondamental. C'est-à-dire qu'on voit avec les fake news ou avec la crise du coronavirus que bah, il s'agit pas simplement de produire une recherche ou un support de promotion santé. Il faut aussi que ce support il soit accepté par les citoyens. Et donc c'est là que l'art peut être un outil utile, puisque l'art, il crée des ponts plutôt entre plusieurs univers. Donc on va pouvoir s'adresser à des chercheurs, à des publics, à des personnes atteintes. On va pouvoir parler à différents types de publics, là où une information de recherche classique, elle va plutôt être orientée. Euh, donc la question du développement de l'esprit critique aussi, elle est importante et elle est en lien avec l'art. Parce qu'on voit aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Je peux peut-être vous partager quelques projets. Nous, on a travaillé sur des questions santé, sur le cancer, les soins palliatifs, les addictions. On a fait un projet l'année dernière sur les violences institutionnelles, où il y a une pièce de théâtre qui a été réalisée. Et on est en train d'essayer de mettre en place sur tous les projets une évaluation de la qualité, c'est-à-dire voir derrière qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple sur le projet de Les Ulysses, vous avez un questionnaire pour chaque vidéo pour essayer vraiment de voir quel est l'impact. Parce qu'on peut avoir des projets qui sont des très bons projets de recherche avec des résultats de recherche qui vont être très bien valorisés. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça soit appliqué et notamment dans les structures d'accueil. Donc voilà le projet Les Ulysses, donc, qui est une bande dessinée. Donc là, voilà, l'idée, on a travaillé sur le concept de métaphore et sur les symboles en utilisant la métaphore d'Ulysse. Donc le voyage d'Ulysse, Ulysse, c'est une personne donc, qui quitte son foyer, qui fait un long voyage semé d'embûches et qui finit par revenir chez lui. Donc il y a cette idée voilà, que quand on traverse une crise de vie ou une crise suicidaire, on peut revenir et on peut revenir finalement dans un endroit où on va se sentir plus chez soi. Et donc on a déroulé cette métaphore-là. On a un projet de BD de 50 pages. Donc là, c'est un livret qui fait 10 pages et on va faire une bande dessinée de 50 pages. Et donc, on a essayé au niveau des couleurs, des formes et des textes de faire quelque chose qui, même si on lit pas, même si on comprend pas forcément le, ce qui est de l'ordre des idées, on va avoir un ressenti qui va compter. Donc, on a aussi des projets euh, par exemple, celui-là sur le cancer, donc où on utilise des symboles. Donc là, par exemple, c'est une grand-mère qui a peint le crabe, qui fait référence au cancer. Et puis finalement, l'idée est de dire que le lien social, d'après une recherche menée par le CNRS, permet d'améliorer les chances de guérison après un cancer. Et donc, on a cette réflexion sur les symboles. Voilà, après on peut, moi je pense plutôt s'il y a des questions, c'est peut-être mieux. Alors ça c'est voilà, plutôt des bandes dessinées. Euh, on a voilà, des projets sur différents types artistiques. Je sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a des questions dans le chat. C'est comment vous adressez-vous au public concerné? Qui prescrit à quel moment? Et on a aussi, les personnes concernées sont-elles partie prenante des projets ou simplement les sujets et le public visé? Alors justement sur ce projet Les Ulysses, l'objectif c'était de proposer le livret aux personnes qui viennent de faire une crise suicidaire, qui ont été hospitalisées. En général, elles restent 2 semaines dans les structures et elles repartent avec la bande dessinée. Donc on a eu des très bons retours. On a en général un outil qui peut être pris en main. L'idée c'est forcément de s'adresser principalement aux personnes concernées. Il y a des projets de valorisation de la recherche qui ont d'autres types de cibles, mais là, c'est le cas. Donc là, pour la bande dessinée de 50 pages, on travaille avec un groupe qui est constitué avec un auteur de BD, un dessinateur, 2 thérapeutes et 2 personnes père aidant, donc des personnes
qui ont vécu une crise suicidaire. Et donc c'est très important d'impliquer les gens et ça me permet aussi d'ajouter, on a un certain nombre de projets qui sont réalisés en participatif. Donc c'est pas tout à fait la même démarche parce qu'on a un rendu qui va pas être forcément aussi professionnel en médiation scientifique, mais pour nous c'est extrêmement important. Donc là par exemple on a fait un projet cet hiver sur la qualité de l'air, donc qui est un sujet qui est assez abordé en ce moment. Euh, mais finalement, on a peu d'informations dessus et on a peu de changements de pratiques sur la qualité de l'air. Et donc là, on a fait un projet avec une classe, donc avec des enfants. On a fait un jeu de société, donc qui se joue dessiné par un professionnel. Et on a co-construit donc avec les élèves et avec le service hygiène et santé, donc là c'était à Angoulême, un jeu de société. Et on se rend compte que quand on est en participatif, c'est-à-dire quand on fait réaliser les projets de médiation par le public, on a un taux de connaissance qui est bien plus important à la fin du projet que quand on fait le support et qu'on leur laisse le consommer, entre guillemets. Donc on essaye au maximum de faire du participatif. Maintenant, les laboratoires ou parfois les services de promotion, ils préfèrent avoir un support qui soit plus qualitatif plutôt qu'un support qui soit réalisé en participatif. Mais dans l'idéal, il faudrait tout faire en participatif. Moi, je trouve que c'est plus efficient. Ok, bah merci Jérôme, vous avez répondu aux questions du chat en même temps. Euh, voilà, si on n'a pas d'autres questions à ce stade, Jérôme, si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à Laure, et évidemment on pourra revenir en fin de webinaire sur des questions à l'ensemble des intervenants. Bah, c'est bon pour après. Ok, merci. Et ben, je me tourne vers Laure Garancher. Donc Laure, tu parles souvent de dimension collective, d'implication des personnes concernées, de participation et de co-construction. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par co-construction dans le cadre des projets, voilà, des différentes organisations que tu as accompagnées? Comment ça s'est matérialisé? Oui, merci beaucoup. Peut-être que comme j'ai des slides aussi, on pourra les montrer en même temps. Cette question de la co-construction, elle vient vraiment du fait que on a perçu, enfin, chacun a sa propre vision de la santé. Déjà d'accéder au fait que la santé, c'est pas que la santé physique, mais aussi la santé mentale et sociale. Enfin voilà, comment on fait accéder à ces notions autour de la santé, comment on aide les gens à penser à leur santé en ayant des représentations mentales. Et donc du coup, notre parti pris, c'est de dire on ne peut pas créer des outils universels. On aimerait bien avoir la solution magique et faire un support de promotion de la santé qui marche pour tout le monde, mais on pense que c'est pas possible. Et donc, on a vraiment développé une méthodologie qui permet de créer des outils adaptés. Et donc, nous, comme j'expliquais, les membres de l'association, c'est les artistes, mais les artistes sont missionnés uniquement une fois qu'on a fait avant l'analyse en utilisant les sciences humaines et sociales pour comprendre quelles sont les perceptions des personnes, quels sont leurs besoins et comment on va les aider dans cette notion. Donc, la baseline de Inkling, c'est comprendre ses pouvoirs. Donc, comment on va les aider à comprendre en utilisant les arts. Et du coup, si je peux avoir les prochains slides, comme ça, je vais expliquer. Je pense que le mieux, c'est de parler par des projets. Donc là, à gauche, c'est un projet, par exemple, qu'on a co-développé avec des personnes exilées. En fait, on était parti, on travaillait avec MSF sur l'accueil des personnes exilées et la prise de conscience, c'est que ce public, à cause du parcours, à cause de l'administratif, ou pour être accueilli, il faut justifier son parcours, les personnes finissent par exister uniquement à travers les aspects problématiques de leur vie, les traumas, les choses qui les ont fait partir, etc. Et on se disait, bah, comment revaloriser les personnes et un peu leur permettre de changer, de se déplacer. Donc, on a conçu ça avec des psychologues sous le format des tests projectifs et on a créé en fait des paysages métaphoriques, des cartes qui représentent des silhouettes et des objets. Et tous ces objets ont été designés avec les personnes concernées. Et en fait, la mécanique, c'est qu'on va d'abord demander à la personne, quand elle voit un paysage qui lui rappelle un bon souvenir, elle le choisit. Elle a le droit d'en choisir plusieurs, donc elle commence à avoir un paysage devant elle. Ensuite, elle va choisir une silhouette qui la ressemble qu'elle va mettre dans le paysage. Et ensuite, il y a plusieurs centaines de cartes objets. Donc, on a aussi dessiné et choisi avec elle. Et quand il y a un objet qui rappelle un bon souvenir, on le choisit et on raconte l'anecdote. Et on le raconte en groupe. Et donc, le fait d'entendre les bons souvenirs des autres personnes, ça va à nous rappeler des histoires.
Donc, il y a vraiment le support graphique dessin et il y a ce que les personnes en font et apprendre à raconter la notion un peu de conte qui a un art en soi où les personnes vont raconter leurs souvenirs positifs. Et l'impact c'est un atelier que moi j'adore animer à titre personnel parce que on apprend plein de choses sur d'autres cultures, etc. Et c'est un outil qui marche très bien à tel point qu'il a été repéré par l'OIM et aujourd'hui il est déployé dans 21 pays. Donc on a fait des formations de formateurs pour que les gens puissent l'utiliser sur le terrain. Donc voilà, là sur la photo de gauche, c'était la semaine dernière dans une halte d'accueil de femmes. Donc voilà. À droite, c'est un autre outil qu'on a développé là pour les publics des MNA, des mineurs non accompagnés, et on l'a également développé, on a travaillé aussi en maison d'arrêt. Et là, l'idée, c'était de parler aussi donc dans le cadre d'un programme d'EVARS, donc c'est et vie affective relationnelle et sexuelle. Et du coup, là, c'est le poster, par exemple, sur la santé mentale. Et l'idée, c'est d'être un support à discussion, donc en groupe avec des animateurs, donc un peu sur le modèle des Cherche et Trouve, où il y a une scène avec plein de petits détails et qui vont permettre d'échanger et de discuter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc pour le développer, on a fait plein d'ateliers avec des MNA. Et par exemple, pour nous, la santé mentale, on va plutôt penser aux psychologues, mais si vous regardez au milieu à gauche de l'image, pour certains publics, les problèmes de santé mentale, ça va aussi être lié à des esprits, des djinns. Donc, on va représenter, on travaille avec eux comment on les représente, comment on représente la notion du temps à droite, voilà, ne pas aller bien, avoir des changements d'humeur au quotidien, ça va, mais être toujours triste, ça va pas. Et là, du coup, par rapport à, c'est intéressant ce que disait Jérôme avant, c'est comment on va avoir quand même du professionnalisme. Nous, pour avoir un support qui marche bien, en fait, les gens, on les implique beaucoup dans le co-développement, on leur soumet les storyboards pour qu'ils corrigent, qu'on rajoute des choses. Mais par contre, c'est vrai que le travail final, pour avoir quelque chose de qualité, on va toujours mettre un dessinateur professionnel. Donc, le co-développement, il est dans le contenu. Et voilà, et comment savoir, nous, avec nos outils de psychologie occidentale, comment on représenterait un djinn, un esprit, etc. Mais il faut demander aux gens et le travailler, le corriger, et pour avoir quelque chose qui fait sens. Voilà, si on peut regarder la diapo suivante avec d'autres exemples. Donc, deux autres exemples. À gauche, c'est un projet qu'on a développé sur la création de la dépression du postpartum chez les pères, donc puisque 20% des femmes et 10% des hommes font ou feront une dépression du postpartum, et c'est comment on l'aborde. Et là, par contre, donc c'est pour développer l'outil, en fait, ça a été basé sur des entretiens avec de nombreux pères qui étaient passés par là, d'identifier. Donc, on travaille aussi avec ce qu'on appelle le modèle transthéorique du changement, c'est-à-dire que un changement de comportement, il se passe pas du jour au lendemain. On peut pas passer de ne pas connaître un sujet à agir sur le sujet. Et quand on demande aux gens d'agir alors qu'ils sont pas prêts, au lieu d'avoir une adhésion, on a un rejet. C'est par exemple ce qui s'est passé avec les vaccins ARN pour le Covid. Donc, du coup, là, on a essayé de voir quel avait été le cheminement des pères. Et souvent, ce qu'il disait, c'est que le mot même, dépression du postpartum, il n'avait jamais entendu. Et voire au pire, s'il avait entendu, il pensait pas que ça pouvait toucher les hommes. Donc, du coup, nous, là, notre objectif dans ce modèle transthéorique du changement, c'était juste de faire en sorte que tous les pères sachent que potentiellement ça existe sans demander à passer à l'action. Donc, c'est un support qui est déployé dans les PMI et aussi dans le cadre du projet des 1000 premiers jours. Et là, on a aussi travaillé sur les représentations graphiques, le style graphique, comment on va faire pour que ce soit des dessins qui attirent aussi les pères, puisque souvent autour de la périnatalité, on a des designs qui sont beaucoup plus féminins. Donc là, c'est un artiste d'humour qui est assez connu, qui est voilà, qu'on peut retrouver dans des grandes surfaces, etc. Et avec un côté humour. Donc c'est une cigogne qui a un petit perfecto en cuir et puis un petit bandana, enfin voilà, qui a l'air un peu, qui s'adresse pas, enfin qui a un style un petit peu décalé et qui va expliquer c'est le concept de la dépression du postpartum et différentes situations. Et le dernier projet à droite, ça c'est un projet de recherche qu'on a mené avec l'Université de Bordeaux et l'Université McGill et le Psychom sur la santé mentale des enfants. Et toujours là, l'idée de la narration et de l'illustration. Donc, on a un ensemble d'outils qu'on a développés et qui ont été testés dans le cadre d'une évaluation universitaire. Et là, c'est un livre dont vous êtes le héros.
Donc pareil, on a aussi travaillé avec les enfants sur les histoires, etc. Et en fait, on va suivre donc ces 4 amis qui partent en colo et en fait, en faisant des choix, on va découvrir les différentes réactions émotionnelles possibles à différentes situations. Et du coup, les jeunes vont pouvoir suivre ça. Donc là, la participation, elle est à la fois les discussions des enfants, ce qu'ils aiment bien comme style, ce qu'ils trouvent rigolo, etc. Et de tester le déroulé et l'histoire pour avoir un outil efficace. Donc voilà, donc les projets, comme je disais, on en a fait depuis la création de l'asso, on a accompagné plus de 200. Donc voilà, c'est juste un micro extrait. Mais si ça vous intéresse, sur notre site, on a toute cette méthode de co-développement et de comment avoir un impact. On a justement essayé de la formaliser, donc on a créé un guide méthodo qui est tout illustré. Donc voilà, si vous aimez en tout cas le lire, on a mis beaucoup d'images et qui explique les différentes étapes pour pouvoir co-créer un support qui aura un impact. Pas du tout, merci beaucoup, Laure. On a un commentaire dans le chat. Alors déjà une question, où peut-on trouver ces outils? Oui. Alors, ils n'y sont pas tous parce qu'on est en train de faire une refonte du site, donc les derniers ne sont pas encore disponibles, mais sur le site de l'asso, je vais vous écrire, c'est theinkling.org, je vais vous le mettre. theinkling.org dans la catégorie projet. Ah, attendez, voilà, je vous le remets. Donc, il y a une page projet, donc, et vous pouvez classifier par type de projet. L'association, donc à la base, elle s'est créée sur des questions et des enjeux de santé, mais aujourd'hui, on travaille aussi sur les questions de droits humains, d'accompagnement des personnes exilées, d'éducation et d'environnement. Est-ce que tu veux dire un mot du guide méthodologique ou présenter sa structure? Ah oui, je l'avais mis aussi, pardon, j'avais oublié que j'avais mis le ça. Voilà, bah, du coup, l'explication du guide méthodologique, donc vous pouvez voir, il y a donc dans la création des projets, on a 3 phases et ce qu'on oublie souvent quand on intervient, c'est la phase 1, c'est l'analyse de l'émetteur, c'est-à-dire nous, chargés de projet, c'est-à-dire de où on parle et de prendre conscience. Donc toute la première partie, c'est sur les sciences cognitives, la notion de biais cognitif, mais aussi de concept et de prendre conscience de nos savoirs et comment découper notre savoir en éléments plus simples. Et les questions également quand on intervient en interculturel, d'engagement, de prendre conscience de pourquoi des fois on n'arrive pas à intervenir, pourquoi des fois on est trop engagé, de valeurs de chance et de chance sociale. Et ensuite, on travaille, donc une fois qu'on a compris de où on parlait, c'est de travailler sur notre public. Et donc, avec cette notion d'identifier où en est mon public par rapport au sujet, donc ce que j'expliquais par rapport au modèle transthéorique du changement. Et ensuite, on a analysé plus de 100 projets qu'on avait fait et on a identifié 8 grands blocages. Donc, par exemple, comment on fait quand les personnes ont du mal à comprendre des notions abstraites ou comment on fait quand on travaille avec des gens qui sont à la grande précarité pour intervenir, comment on travaille avec des personnes victimes de violences, etc. Donc, à chaque fois, on explique les mécanismes et comment les dépasser, pardon. Et la dernière partie, ça va vraiment être en termes de communication, tout ce qui va être anthropologie de l'image, comment on lit une image, un message, comment on la crée, et ensuite comment on crée un message mémorisable, donc autour de comment on utilise l'humour, l'empathie, les arcs narratifs, donc comment on va avoir un message vraiment efficace. Donc voilà, donc ça le guide est disponible sur notre site. Voilà. Alors, en fait, il y a quelque chose d'assez valorisant pour les personnes à avoir un résultat final qui est vraiment esthétique. Donc, par contre, là, en ce moment, on a un gros dispositif sur les questions des discriminations. On intervient dans les collèges et lycées. Et le mécanisme, par exemple, qu'on a trouvé, où c'est un peu ce cas-là, on fait intervenir des scénaristes qui ont été formés aux discriminations, que nous, on forme aux discriminations. Et lors d'une première intervention, ils parlent des discriminations aux jeunes et de comment écrire un scénario. Et à la fin de la séance, c'est intéressant parce que les jeunes ont toujours l'impression d'avoir tout compris aux discriminations. Mais entre les 2 séances, on leur demande d'écrire un scénario qui met en scène une situation de discrimination. On se rend compte que plus de la moitié de la classe répond mal au sujet. En fait, va avoir des attentes, par exemple, pour que la personne soit acceptée, il faut qu'elle fasse quelque chose d'extraordinaire après, etc. Et donc ensuite, on retravaille à partir de ce que les jeunes ont écrit. Donc plutôt que de
leur imposer quelque chose d'extérieur. On part de leur propre scénario pour qu'ils comprennent ensemble pourquoi tel ou tel mécanisme ne va pas. Et ensuite, ensemble, ils en choisissent 3. Et ensemble, ils choisissent un dessinateur, un de leurs dessinateurs préférés. Donc, c'est de dire, voilà, qu'on leur apprend aussi, voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent beau ou pas. Et les dessinateurs qu'ils ont choisis vont illustrer leurs dessins, mais eux interviennent aussi aux étapes de storyboard et de mise en couleur. Donc en fait, ils ont vraiment le rôle de scénariste, de retravail, de comprendre l'aspect graphique. Donc nous, on n'est pas sur une démarche d'art-thérapie où, enfin voilà, on va créer. Après, il y a d'autres supports. On a travaillé aussi sur le cancer, par exemple, où les gens faisaient des collages, etc. Mais c'est plutôt l'utilisation, la conception des outils sur laquelle on travaille avec les personnes. C'est pas une technique d'art-thérapie. Et souvent, on se rend compte qu'en plus, les gens, la partie de création graphique, ils se sentent un peu, s'ils n'ont pas l'expérience, ils se sentent un petit peu perdus, tandis que là, on permet d'avoir un résultat qui a un niveau pro. Voilà, donc c'est des approches différentes. Comment vous sourcez les créateurs, c'est ça. Du coup, nous, on est une association et c'est un ensemble d'artistes qui sont intéressés, qui nous contactent et qui font ensuite partie du réseau. Et ce qu'on est toujours, donc c'est rarement nous qui choisissons les dessinateurs. En fait, on laisse le public final choisir le style qui lui plaît. Donc, on n'a pas de jugement de on va prendre tel artiste parce que ce qu'il fait, moi, me plaît plus ou je trouve que c'est plus beau. On laisse le public, en fait, on montre au public différents styles et c'est le public qui choisit ce qu'il trouve beau. Voilà. Et comme on a un très grand nombre d'artistes, on arrive toujours à trouver des choses belles. Ok, bah merci beaucoup Laure. Je vais maintenant passer la parole à Olivia Chastel. Du coup, si je reviens un tout petit peu en arrière, Olivia, Laure faisait enfin nous précisait que sa démarche n'était pas donc de l'art-thérapie. On en a parlé justement ensemble des distinctions et des liens entre la démarche culture et santé et l'art-thérapie. Est-ce que vous pouvez commencer déjà peut-être par nous introduire ce sujet-là? Oui, volontiers. En fait, dans la démarche culture et santé, on est sur une approche qui peut être complémentaire, qui peut être tout à fait tissée avec une démarche d'art-thérapie, mais qui néanmoins s'en distingue. Donc, je vais juste vous partager à l'écran. Vous me dites si vous le voyez, un petit graphique qui permet d'en distinguer les contours. Mais le principe des projets culturels et artistiques dans le cadre de culture et santé, c'est vraiment inscrit dans une logique partenariale, c'est-à-dire dans quelque chose qui se construit avec l'extérieur, avec une structure culturelle, avec une équipe artistique professionnelle et qui vise aussi à ouvrir l'établissement, à créer des liens durables et à l'inscrire dans un écosystème culturel, dans un environnement, dans la vie de la cité. Souvent, l'établissement va développer aussi un volet culturel qui est inscrit dans le projet d'établissement. Ça va demander aussi des cofinancements extérieurs. C'est toujours aussi un projet culturel et artistique, un projet qui est partagé et ouvert et qui est construit dans une durée définie. On y voit aussi en premier lieu des objectifs artistiques et sociaux et qui sont portés par des artistes professionnels avec au fil du projet ou à son issue, des moments de restitution, de production, de valorisation. On est aussi dans un endroit de mixité des publics recherchés et avec toujours aussi des temps de coordination, de présence, d'accompagnement dans l'établissement. Donc, ce qui va peut-être faire le pont avec l'art-thérapie et les complémentarités, c'est que l'un et l'autre visent au mieux vivre de l'institution, au mieux vivre à travers dans la maladie et le handicap, visent aussi à avoir des effets sur la prise en charge, pas les mêmes, mais ils sont complémentaires, et à faire collaborer les soignants entre eux. On est aussi sur une pratique autour des disciplines artistiques. Mais néanmoins, l'art-thérapie, elle va plutôt être dans une logique, comme son nom l'indique, thérapeutique, avec des effets sur le soin, avec des financements souvent qui sont propres à l'établissement et qui relèvent du fonctionnement des structures, avec un périmètre très défini, avec des art-thérapeutes qui sont dans un cadre aussi, un protocole clair et une formation qui est aussi, qui est aussi précise. C'est une méthode de soin et pas forcément une démarche partenariale qui va s'appuyer sur un dispositif créatif
avec un accompagnement individualisé des patients, plutôt en petits groupes, contrairement par exemple à Culture et Santé, où on est plutôt dans des logiques très collectives et participatives et collégiales. On n'aura pas forcément d'enjeu de restitution dans l'art-thérapie, puisque l'œuvre créée, elle peut appartenir au dossier médical et faire partie d'un processus de soins. Et l'art-thérapie est toujours accompagnée par un art-thérapeute ou des soignants qui peuvent être animateurs d'ateliers à médiation artistique. L'art-thérapie, ça peut aussi donner accès au dossier médical et être accompagné via une participation à une prescription médicale. Et l'évaluation se portera plus sur l'impact sur les symptômes, là où Culture et Santé, on est plutôt sur une évaluation sensible et sur le lien aussi au, au monde extérieur, à la socialisation en général. Donc on est sur des approches qui sont assez proches, mais qui pourtant sont distinctes, qui peuvent être complémentaires et aider à travailler ensemble au sein des établissements. Mais Culture et Santé, voilà, on est vraiment dans cette logique de mener des partenariats, de créer du liant et de donner des espaces d'expression collective et d'inscrire la culture et l'art comme des éléments de l'hospitalité des hôpitaux et des structures médico-sociales. L'art-thérapie se situe plutôt dans ce qu'on va appeler le cure, et Culture et Santé est plutôt dans une démarche de care, donc de prendre soin, qui peut être complémentaire d'une démarche de la démarche de soigner. Voilà en gros sur les principales différences et complémentarités entre les deux façons de travailler. Ok, merci beaucoup Olivia. Du coup, vous parlez beaucoup du dedans et du dehors à l'hôpital, dans les institutions le dehors. Finalement, quels impacts peuvent avoir vos projets sur ce lien entre dedans-dehors ou sur le dedans ou sur le dehors? Alors en effet, la démarche Culture et Santé, elle s'adresse bien évidemment aux personnes accompagnées, mais aussi aux équipes qui les soutiennent et aux institutions plus globalement. Ce sont des institutions, si on parle de la prise en charge de soins, qui peuvent avoir des représentations de l'extérieur un peu particulières. On peut avoir aussi des a priori sur ce qui est le milieu de la prise en charge en santé mentale. Et Culture et Santé, c'est aussi une façon de regarder différemment, de déstigmatiser, de réouvrir, de brasser, de travailler la mixité. Et ça vise aussi à faire évoluer les prises en charge dans les établissements de soins, mais aussi l'accueil dans les structures culturelles qui vont être partenaires, et aussi à interroger la posture des artistes qui vont se retrouver dans ce contexte-là, pour voir comment on intervient dans un milieu qui est très encadré, qui nécessite aussi une adaptabilité, en tout cas une capacité d'échange et d'écoute assez conséquente. Est-ce que peut-être vous voulez que je passe aussi par un exemple d'évolution de structure dans ce cadre partenarial-là? Sur Culture et Santé, on est plutôt dans des projets qui s'inscrivent dans le temps avec un début, un milieu et une fin, mais qui néanmoins visent à tisser des partenariats au long cours entre les structures culturelles et les institutions de santé qui peuvent perdurer au-delà de la logique du projet. Et je vais prendre un exemple d'un institut médico-éducatif dans le Puy-de-Dôme qui a travaillé avec la scène nationale voisine. Le premier temps d'échange se passe sur une résidence d'un chorégraphe qui permet à l'Institut médico-éducatif d'emmener quelques-uns des adolescents accompagnés à la rencontre de ce chorégraphe contemporain. Et ça leur donne envie d'aller un peu plus loin dans la démarche. L'année suivante, ils passent justement sur un projet Culture et Santé autour d'un travail de rédaction radiophonique où les adolescents de l'IME vont aller assister à plusieurs spectacles, passer aussi par la pratique artistique et faire un travail de critique de théâtre, monter une émission autour de ça, donc travailler les qualités d'expression, l'estime de soi, la possibilité de partager un contenu, de se sentir aussi légitime dans un lieu de spectacle et accueilli. Ces émissions de radio, elles vont être enregistrées en partie en public, en partie en interne, et donner lieu à des temps collectifs. Et puis finalement, ce qui devait être un projet avec un petit groupe s'étoffe
Donc, il y a une dizaine d'adolescents qui participent au projet radio, mais l'établissement choisit aussi de mobiliser un des enseignants qui travaille sur le FALC et de faire un partenariat pour que les dossiers artistiques, d'un coup, soient traduits en FALC avec les élèves de l'IME. De convier aussi la section qui travaille sur tout un volet traiteur pour organiser les pots lors des restitutions publiques. Et tout l'IME se retrouve embarqué dans cette dynamique-là. Et inversement, le théâtre, en tout cas parallèlement, le théâtre qui les accueille commence à faire évoluer ses pratiques d'accueil des publics. Là aussi, dans une plus grande attention aux personnes qui vont rentrer dans la salle. Et puis finalement, ça donne lieu à un autre projet encore cette année, qui vient de leur expérience de spectateurs, où accéder à une salle, c'est pas forcément toujours évident, c'est pas un endroit confortable, on va se retrouver dans le noir au milieu de gens qu'on ne connaît pas, avec des formats qui peuvent être un peu inhabituels, et donc se pose la question des sas, des transitions, des façons de recevoir, d'accueillir. Et donc les adolescents de l'IME, dont on a sanctuarisé les jeudis après-midi sur de la pratique culturelle, qui est aussi le résultat de ce projet-là, c'est que d'un coup, l'atelier culturel devient un élément récurrent de l'accueil dans cette IME. Ces adolescents vont concevoir avec une scénographe, avec un constructeur et avec une vidéaste des cabanes sensorielles qui seront l'intermédiaire entre le hall de la salle et la salle pour tous les publics qui ont besoin de ces moments de transition. Donc ces cabanes, elles seront mobiles, elles seront vraiment créées par une sorte de design de service, c'est-à-dire de prendre en compte l'usage pour le faire évoluer. Elles pourront circuler dans différents lieux, dans différents théâtres, au sein de l'IME aussi, pour réfléchir aux espaces transitionnels, quoi, et à la façon dont on accueille. Ok, bah merci Olivia aussi d'avoir introduit cette question de l'action sur les environnements, les milieux de vie, comment on peut transformer aussi tout ça. Oui, une remarque sur attention à ne pas opposer intervenants sains et usagers ou normalité, anormalité. Je crois que Voilà, c'est dans pas le le cas en chat. fait dans ce qui est travaillé. Je pense qu'il y a vraiment une question de mettre ensemble des gens qui coopèrent et pas du tout dans des relations hiérarchiques. Ni curatif justement, et où chacun va faire évoluer En tout cas, ça va apporter à chacun, à la fois dans la démarche de création des artistes, dans la prise en charge, et on a beaucoup de projets où tout le monde est associé. Je vais prendre l'exemple d'un orchestre qui est créé dans l'un des hôpitaux que nous accompagnons, qui va associer aussi bien des personnes accompagnées, des équipes soignantes, des équipes administratives de l'hôpital et des artistes professionnels pour créer une œuvre collective. Et qui sera restituée en tant que telle, sans désigner qui est malade, qui ne l'est pas. Et c'est pas ça qui compte. C'est vraiment la démarche collective. Et est-ce qu'on peut trouver des docs sur le site d'Interstice? Oui, bien sûr. Je vous mets le lien du site dans le chat. Vous pouvez notamment trouver une cartographie des projets qui ont été accompagnés par le programme public depuis 2022. À la fois par établissement de santé ou par structure culturelle, et que vous pouvez trier par type d'esthétique, par type d'établissement, par type de structure culturelle, et qui vous donnera une idée de ce qui a pu être fait et qui peut être aussi une source d'inspiration pour certains. Ok, merci beaucoup Olivia. Je vais maintenant passer la parole à Juliette Pégon. Juliette, est-ce que vous pouvez nous dire donc en quoi les projets que vous mettez en œuvre peuvent être vus comme des espaces de citoyenneté? Alors, le mot citoyen est un vaste terme. Alors, pour rebondir déjà sur ce qui a été dit par Olivia, je pense que c'est vraiment cette notion du dedans-dehors que nous, on va aller impulser à l'hôpital, en sachant qu'on peut encore parler de lieu d'enfermement. Donc, ça fait toujours un petit peu peur quand on emploie ce mot, hein. Nous, on est un hôpital spécialisé en psychiatrie. Mais il faut quand même savoir que le contexte et l'histoire de la psychiatrie est quand même très proche de l'histoire des prisons, des maisons d'arrêt, et qu'au niveau de l'architecture, on reste sur des formules et des formats qui sont très, très asilaires, en fait. Donc, du coup, tout le travail, quand moi je suis arrivée à l'hôpital à Sainte-Marie, ça a été d'accompagner aussi un souci de métamorphose du cadre bâti, donc avec des travaux, avec l'idée d'ouvrir la psychiatrie au niveau réel et au niveau du coup symbolique, et d'aller travailler sur les passerelles avec l'extérieur, donc avec la cité.
Ce sujet du dedans dehors, en fait, nous, a été impulsé pendant plus de 3 ans sur une programmation. On a travaillé la porosité, donc avec le lien entre la peau du corps, du corpus du corps que l'on incarne chacun de nous, et la porosité de l'institution, avec un parallèle entre l'intimité et en fait ce qu'on va aussi appeler l'extimité, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que la personne hospitalisée a envie de montrer d'elle, de sa maladie ou de sa personne ou de son processus de création, en tout cas qu'est-ce qu'elle a envie de montrer et de partager aux autres par le fait artistique, et qu'est-ce que l'institution psychiatrique est prête à partager, à montrer et à œuvrer on va dire, sur le paysage territorial qui l'environne. Alors, ce qui est fort intéressant pour nous à Priva, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, Priva est vraiment, l'hôpital est vraiment en centre-ville, ce qui est quand même assez rare. Et on avait aussi également les abattoirs en centre-ville et la maison d'arrêt. Donc, on parlait même ici, moi, quand je suis arrivée, du fameux triangle des Bermudes, mais je le dis sous l'humour, en fait, mais ça raconte vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire que la question de l'inclusion chez nous à Privas, elle est inévitable parce qu'en fait, on vit les uns avec les autres. On est une petite ville de 8000 habitants et si vous allez faire votre marché, eh ben, vous allez tomber sur votre collègue de travail, car l'hôpital est le premier employeur de Privas, ou sur une personne hospitalisée, ou sur quelqu'un de la famille, etc. Donc, ce laboratoire d'inclusion, on l'a interrogé avec un sociologue qui s'appelle Olivier Rioux, et on a monté notre premier gros événement qui est devenu une biennale. Donc là, on va arriver à la 5e édition de cette biennale tout début 2027, qui s'appelle le mois en folie, avec le jeu de mots très très rigolo sur le mois, c'est-à-dire à la fois l'individu et la durée, parce que c'est un événement qui va durer pendant 1 mois, avec vraiment l'envie de mettre le focus et la visibilité sur justement cette passerelle dedans-dehors et sur le lien avec la cité. Quand on va parler de citoyenneté, pour nous, c'est vraiment la question de comment on habite son territoire, comment chacun est agissant, acteur, responsable, à la fois de ses actions individuelles et à la fois des politiques aussi publiques, pourquoi pas, ou en tout cas du lien à l'autre. Et puis, on a aussi beaucoup œuvré autour du mot aliénation, qui au niveau étymologique, c'est l'absence de lien. Donc, comment on pouvait travailler par la violence pour lutter contre cette aliénation, qui n'est pas d'ailleurs que propre à quelqu'un qui est hospitalisé, c'est-à-dire que nous, on élargit depuis un moment, on parle de santé mentale, mais pour tout le monde, pour la société, avec cette difficulté du lien aujourd'hui qu'on peut constater sur différents, on va dire, sur différents formats. Donc, du coup, on a organisé cette biennale-là et puis petit à petit est venu de plus en plus fort dans les conversations parce qu'on travaille beaucoup avec les patients. L'idée, ça a toujours, moi, je viens du milieu associatif où en fait, pour moi, c'était pas possible de proposer une culture verticale descendante où on allait amener une proposition du théâtre ou du conservatoire sans consulter personne. Enfin, on peut le faire, mais c'est aussi dans une démarche de démocratisation culturelle, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de co-construire les uns avec les autres à nos différents endroits et de laisser un peu tomber les hiérarchies et les représentations qu'on peut avoir sur nos différentes fonctions les uns et les autres. Et du coup, d'une entrée par le droit culturel permet en fait de faire agir la valeur citoyenne de chacun de nous et notamment de nos patients. Et je parle des patients qui peuvent être hospitalisés pour 2 ou 3 semaines. On sait que les durées d'hospitalisation tendent à être réduites sur 20, 21 jours. Mais on a aussi encore des services long séjour avec nous, des patients qui sont là depuis plus de 30 ans. Donc, en fait, c'est aussi comment la dimension citoyenne peut être vécue par le fait artistique et culturel par ces patients-là. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé autour de cette question du droit culturel, non pas pour légitimer, mais pour faire comprendre que c'était un droit, en fait, comme le droit au logement, à la santé. C'est vraiment une question d'accessibilité universelle et c'est pas un luxe, c'est pas non essentiel, c'est pas. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ça renforce aussi la différence avec l'art-thérapie parce que du coup, la mission, elle est très politique en fait, finalement, par le fait culturel. Politique qui veut dire comment on pense la cité les uns avec les autres. Du coup, c'est un argument qui marche bien pour les hôpitaux, je trouve, qui est assez bien entendu, recueilli, et puis avec l'argument premier qui va être l'expression de l'identité des personnes qui habitent cet hôpital. Le mot habiter, alors je l'emploie aussi souvent parce qu'on peut parler de comment on habite l'hôpital et comment on habite une hospitalité de l'hôpital. Et on a d'ailleurs reçu là une artiste tout récemment avec la Comédie de Valence qui est venue en immersion chez nous pour 3 jours pour questionner les patients sur leur cartographie sensible de l'hôpital, de cette maison qui les accueille le temps d'hospitalisation.
Donc, le droit culturel, après, je vais pas enfin, c'est un grand mot, mais c'est quand même pour nous très, très important. C'est vraiment la question de la participation des personnes au projet, donc vraiment cette dimension horizontale. L'accessibilité, donc soit à de la diffusion culturelle, donc avoir accès à un concert. Moi, très clairement, si on n'organise pas un concert ou un spectacle au sein de l'hôpital une fois par an, on a des patients qui n'auront jamais accès, des patients qui ne sortent pas de l'enceinte pour différentes raisons. C'est le droit aussi à la création, à la pratique artistique et à l'expression de soi. C'est aussi le droit de se recontextualiser soi-même dans une histoire collective, dans une dimension existentielle. En fait, hein, on sait que tout ce qui est autour de l'existentialisme est très, très important chez nous en psychiatrie. Et après, pour être plus concrète, parce que ça, c'est les grandes utopies qu'on défend dans la commission culture et santé, mais qui nous permettent ensuite de décliner de façon très opérationnelle nos projets. Je peux vous parler donc de la dernière biennale qui a eu lieu, qui était donc sur le mois en folie, c'était en novembre-décembre 2025, autour du thème tissage et métissage. Donc, avec plusieurs événements, des expositions, de photographies, de peintures de patients. Et également, on a ouvert cette biennale avec un carnaval de l'altérité. Donc ça, c'était une idée, par exemple, des personnes hospitalisées elles-mêmes, parce qu'on fait des réunions tous les 2-3 mois de la commission culture et santé. Et en fait, ce qui revenait tout le temps de la part des patients ou de la part des soignants, c'était il n'y a plus de cœur dans le soin, c'est compliqué de soigner aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire soigner, on n'a pas le temps pour faire du lien, donc encore sur le rapport au lien. Et comment on pourrait en fait remettre du cœur dans le soin et dans la cité. On est parti de ça en fait. Et on a essayé d'alchimiser un petit peu la plainte généralisée autour de ça et en même temps l'envie de remettre du cœur profondément dans cet hôpital, mais pas que. Je pense que c'est un peu partout la même problématique. Et du coup, on a commencé par la création d'un cœur nomade à roulettes, donc un objet en fait sculptural. Donc on se fait à chaque fois évidemment aider par une structure culturelle et un artiste. Et on co-crée comme ça, donc soit des objets, soit on a aussi proposé à des patients donc, du sud Ardèche. Donc là, en fait, si vous voulez, on a proposé à plusieurs structures, donc extra et intra-hospitalières, d'œuvrer sur ce carnaval de l'altérité pour argumenter autour de cette thématique du lien. Et du coup, on a aussi des patients en addictologie qui ont créé des capes d'invisibilité. Donc pareil, avec l'idée est-ce que je montre ou pas que je suis malade? Quand est-ce que j'ai envie de me cacher? Quand est-ce que j'assume? Donc, ils ont créé des caps. On a un peu piqué l'idée à Harry Potter, mais, mais c'était vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis en maîtrise de qui je suis, de ce que je raconte à l'autre et de mon propre récit. Et donc, sur cette déambulation, on a une vidéo qui dure à peu près 6 minutes que vous pouvez trouver sur Internet qui raconte assez bien tout l'événement. Donc, à la fois l'ensemble des ateliers, une dizaine d'artistes et donc autant d'ateliers, et ce qui s'est passé le jour J. On a également travaillé à un terreau artistique en plus des projets événementiels qui fait que de façon hebdomadaire, on a à la fois un journal de poésie, donc un journal qui s'appelle l'Épaule Lariab, et puis aussi des ateliers de peinture qui ont lieu tous les jeudis matins à l'hôpital. Donc là, on est un peu dans une démarche un peu à l'ancienne de psychothérapie institutionnelle, mais ça marche toujours très bien. C'est très important pour nous que ce terreau-là existe parce que c'est ce qui fait que sur des événements événementiels et ponctuels, on a un collectif de patients engagés à nos côtés. Et puis, lors du mois en folie, on va valoriser donc, ces créations de patients avec soit des monographies, parce qu'on a quand même quelques patients qui sont artistes, soit on va mettre un patchwork et un collectif de plusieurs créations. Et puis, je rebondis sur ce que Jérôme a dit aussi au tout début, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur Ulysse. Je pense que c'est un vrai sujet, l'exil. Et ça, c'est pareil, un jour, on avait fait venir une conteuse à Longwy qui est assez exceptionnelle. Et donc, on déambulait dans chacun des services. Donc, vraiment, on essaye aussi, ça c'est très important, d'aller dans tous les formats possibles. C'est-à-dire qu'on va aller en ville, porter la voix des patients, mais on va aussi dans les services fermés. On va parfois dans les chambres, on va parfois dans la salle collective de restauration, on peut aller au self, on peut aller dans les bureaux de la direction. Enfin, en fait, on joue beaucoup sur tous les formats de l'hôpital. Et en déambulant dans ces différents services, les patients souvent me disaient « Est-ce que tu sais quand je rentre chez moi ?» C'était vraiment la question « Quand c'est que je rentre chez moi ?» etc. Du coup, on a fait 2 projets autour de cette question-là. Donc, un projet autour de l'exil avec Dania Hamoud, ça c'était l'année dernière, et les ateliers du Bacro. Donc, c'est une danseuse en fait. Et on a demandé aux patients d'œuvrer. Ils ont ouvert le festival des ateliers du Bacro, donc c'est en Ardèche, avec leur représentation où en fait, pendant une vingtaine de minutes, ils avaient mis en scène leur récit
sur la question de l'exil et notamment avec des mouvements stoppés, c'est-à-dire l'envie de partir, mais tu peux pas, où tu pars, mais tu sais pas quand tu reviens, etc. Donc c'était assez beau. Et on a également fait venir la compagnie du Grabuge avec le théâtre de Privas il y a quelques années, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans maintenant, avec Géraldine Bénichou qui travaille énormément avec les publics hospitaliers, qui a une sensibilité très forte sur la question du crime et du cri salvateur, et l'auteur Sylvain Boldereda. Et là, il y avait aussi la maison d'arrêt qui travaillait avec nous et les lycéens. Et c'était vraiment comment mon récit d'hospitalisation, mon récit de vie, si on l'élargit, me rend héroïne en fait, donc me rend acteur de ce que je vis. C'est-à-dire qu'on inverse les paradigmes. En fait, nous, on est beaucoup sur une inversion de paradigme. Les carnavals, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qu'on subit devient notre propre action ou notre blessure devient notre propre endroit de lumière. Donc ça, c'est un projet qui s'appelait Ulysse et moi. Voilà. Mais on en fait beaucoup, on a fait plus de 20 à 25 projets par an. Donc je ne sais pas, je ne vais peut-être pas vous parler de tout. Voilà, mais je vous ai un peu partagé, on va dire, le cœur de l'éthique, si on peut dire, du projet. Ben, merci beaucoup, Juliette. Ça donne un bel aperçu. Il y aura peut-être des questions qui suivront. En tout cas, en attendant, donc je vais partager. On va pouvoir donner la parole donc à Zaoum, à Marion Arnoux et Jean-Philippe Mangeon qui se sont présentés tout à l'heure. Donc Marion et Jean-Philippe, vous parlez d'accompagner une expression singulière chez chacun dans le cadre de vos projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, oui, on va parler surtout du projet qu'on mène depuis 6 ans, à raison de 6 semaines par an, avec les structures de la Croix-Marine d'Auvergne. Donc, il s'agit donc de l'EAM, EANM, établissement d'accueil médicalisé, établissement d'accueil non médicalisé du centre, le foyer occupationnel de Pérignat-sur-Allier, l'ESAD de Romagna et le FAMMAS, foyer d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée de Saint-Germain-Lembron, pour l'essentiel, et la résidence accueil un petit peu de Serra. Voilà. Donc, sur ces différents établissements, donc on a 6 semaines réparties. Et donc, je vais parler surtout comment on arrive on va chercher cette singularité, comment on la convoque, comment on se rencontre. Voilà, c'est surtout une question de dispositif. Donc, un dispositif, c'est quand ces projets-là, on les met en place, il y a déjà des conditions pour nous d'intervention, d'espace, de temporalité, de personnes. Il s'agit d'abord donc d'un espace, donc la plus grande salle qu'il puisse y avoir dans l'établissement, souvent la salle polyvalente, dans laquelle on va ranger, parce que souvent il y a des tables regroupées. On va donc créer des petits îlots de tables, des petits endroits singuliers, une bibliothèque, un coin machine à écrire, un coin atelier son, un coin pour se reposer aussi, puisque on considère que lorsqu'on vient, il est possible de venir se reposer. C'est aussi une possibilité d'être dans nos ateliers, un accueil possible, et un endroit pour du café aussi, et du thé. Voilà, donc on est là pendant une semaine, de 10h à 18h, les portes sont ouvertes, chacun vient quand il le souhaite, il n'y a pas d'inscription préalable et pas de limite de participants. Voilà, c'est un postulat. Donc on a des chaises et des tables en stock qu'on vient mettre en plus, mais voilà. Donc on peut avoir jusqu'à des fois 35 personnes dans cette même salle en même temps. Mais en allant chercher chez chacun, avec au départ, au commencement, un entretien individuel, pour voir ce que chacun a envie et souhaite de faire. On travaille aussi, tout départ, on a travaillé avec des carnets, des stylos feutres,
quelques mots, des textes, des dessins dans des petits carnets. Ça, c'était le tout début du commencement du projet il y a 6 ans. C'était le début de notre rencontre et de voir ce que chacun avait le désir de faire. Les carnets donc ont changé de format pour certains, on a rajouté des feuilles, c'est devenu des rouleaux pour d'autres. Les cahiers sont devenus des fois des dessins, des volumes, voilà, des mises en voix, des lectures, des fois d'autres ont évolué sur de l'atelier son. Ça a changé aussi, on a eu un atelier de céramique, donc voilà, on a une équipe fixe qui vient depuis 6 ans, et puis on fait des invitations à des artistes qui ont une autre pratique que la nôtre, et qui vont donc proposer, il y a eu aussi un atelier de danse. Voilà, donc les dessins sont devenus aussi le geste du dessin devenait aussi de la danse aussi, de la mise en corps, des scénettes aussi. Voilà, on part de ce qui est très important dans cette singularité, c'est comment chacun peut s'exprimer dans ce qu'il est, dans ce qu'il a envie de dire. Et on respecte ça, on est très attentif à ça. Et l'équipe artistique, et souvent, les artistes qui interviennent sont souvent pluridisciplinaires, naviguent entre les pratiques de manière à pouvoir saisir ce qui se passe dans le moment immédiat et pouvoir proposer. Et on est sans arrêt dans voilà, dans une. On est l'artiste et en fait, on est un genre d'intercesseur, de facilitateur à la pratique. Et pour que chacun s'exprime comme il le souhaite, voilà, comme il a envie. Et voilà, on va respecter, on va prendre ce qui vient, ce qu'il advient dans le moment. Voilà, ça c'est très important. Oui, pendant que Marion prépare le film, c'est peut-être le cas. Donc, il est intéressant de savoir que dans les ateliers que nous faisons dans notre lieu, les gens qui viennent sont des malades mentaux qui vivent dans la ville, mais ce sont aussi des marginaux, des gens qui vivent dans la rue. Et les gens qui accompagnent dans les ateliers sont des artistes professionnels qui sont là de façon bénévole et les participations à ces ateliers sont gratuites. Voilà. Voilà, donc accompagner, puisque vous donniez cette phrase tout à l'heure, c'est ce qui est évidemment important. Le travail qui est fait par ces artistes ne consiste pas à donner une consigne particulière au début à un groupe qui serait rassemblé. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de consigne et il n'y a pas de groupe rassemblé. Donc les choses se font individuellement et c'est au fil du temps, sur les 6 années, que les choses évoluent. Donc les choses s'inscrivent dans la durée, sur des années. Voilà, donc on voit aussi qu'on peut se saisir, on a une machine à écrire et on accompagne aussi des démarches à la machine à écrire. Donc là, on a une personne qui s'est remise à retrouver les mots, les lettres, peut-être d'il y a très longtemps. Et donc, elle saisit des mots qu'elle va nous donner, qu'on écrit en script d'un côté de la machine et qu'elle va ressaisir sur la machine. Et après, c'est très important pour elle de venir réécrire à la main chaque mot énoncé. Voilà, et donc après, elle nous dit, voilà, maintenant vous pouvez lire ce que j'ai écrit. Et ça, c'était, tout ce processus-là était très important de respecter, et ça a pris des années. Plus que de santé mentale, on parle de maladie mentale. Voilà. La question de la santé mentale restant une notion assez difficile à saisir. Je ne sais pas si chacun d'entre nous est en situation d'être dans un état de complet bien-être mental. Je ne suis pas sûr que ça existe chez des citoyens. Voilà, donc là, je pense que là, cette fois-ci, on voit la vidéo. Donc ça, c'est des choses en cours. Dans le dispositif aussi, ce qui est important, c'est qu'on présente les travaux dans la salle. Voilà, au fur et à mesure, c'est très important d'accrocher,
de manière à ce que les résidents puissent voir l'ensemble du le travail se faire petit à petit. Voilà. Donc on navigue de l'atelier son à l'atelier peinture, à l'atelier dessin, à l'atelier d'écriture, tout est en même temps dans la même salle. Et donc il y a une ambiance assez qui peut paraître assez pleine et forte, mais qui contient. Je pense que c'est voilà. Je pense que tout le monde est. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place et finalement, il y a une ambiance spécifique de l'atelier qui varie en fonction des heures de la journée. En début d'après-midi, c'est beaucoup plus calme. Voilà, il n'y a des fois pas d'instrument et puis d'un seul coup, il y a un bœuf qui se met en place. Voilà. La machine à écrire peut être aussi un prétexte à du son aussi, chez certains. Voilà. Voilà, on est attentif aussi donc à des restitutions. Alors quand on le peut et à proximité des établissements pour que les résidents puissent faire partie prenante de la restitution. On essaye d'être à proximité. Donc là, à Saint-Germain-Lembron, il y a le tiers-lieu La Licorne, qui est un lieu repéré par l'établissement et donc avec lequel on a pu travailler et donc présenter avec les résidents principaux donc le travail réalisé de la semaine. Donc en art plastique, en danse. Voilà, et je crois que c'est très important pour eux aussi d'être partie prenante dans le faire, dans l'action. Il y a des difficultés. On voit souvent quand on réalise des expositions, c'est difficile pour eux d'être là en tant que public, entre guillemets, un peu public passif, entre guillemets. Je pense qu'ils apprécient vraiment d'être voilà, en train encore de faire les choses presque. Comme si les choses ne devaient pas se figer et qu'ils devaient continuer encore à être dans le mouvement perpétuel de ce qui peut advenir. Voilà, donc ça, c'était important. Voilà, alors des fois, ce qui est important aussi, c'est de présenter aussi ces travaux dans des lieux en ville et peut-être plus institutionnels, où là, on organise la venue des comptes-gouttes, malheureusement, des résidents. Voilà, et où dans ces lieux-là, donc on présente le travail des résidents avec toujours des lieux, c'est très important, des lieux où ils peuvent encore faire atelier de son, produire encore des choses au sein de l'exposition pour encore alimenter cette exposition. Voilà, ça, donc on l'a fait en 2025, notamment au lieu-dit. Donc là où dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, où donc on a présenté le travail, donc les six années de travaux donc dans les structures de la Croix-Marine d'Auvergne, donc dans un lieu donc municipal. On a aussi organisé donc des conférences et des tables rondes où donc on a échangé aussi avec des artistes professionnels confrontés avec la question de la santé mentale, sur comment ils pouvaient avoir une pratique et être confrontés à la maladie mentale. Voilà, donc qui était ouverte aussi, des résidents étaient là, des membres de notre association étaient là aussi. Et donc, il y a eu des dialogues très intéressants de personnes, qu'on peut dire, situées, entre guillemets, et confrontées à la maladie. Et comment on en fait quelque chose. Il y avait une artiste, c'était très intéressant, deux artistes voilà, qui sont confrontés et qui ont aménagé et complètement aménagé leur lieu de vie, leur cadre de vie et modifier leur pratique pour pouvoir continuer, vivre. Voilà, donc c'était très enrichissant pour les personnes qui étaient venues d'engager ce point de vue. On a invité aussi des philosophes et à parler aussi.
sur ces questions-là. Et je pense qu'on va continuer ce format-là. Je pense, dans les prochaines années sur la question des semaines d'information sur la santé mentale. Ça nous quelque chose. Sur la notion du collectif, j'y reviens un petit peu. C'est vrai que le collectif, pour nous, il est très important puisque voilà, au sein de Zaoum, donc il y a le collectif artistique et ce collectif artistique qui intervient dans les structures de la Croix-Marine sont des artistes pour la plupart pluridisciplinaires, mais qui ont aussi, pour beaucoup, on le voit, ont une expérience associative et de lieux collectifs ou d'autogestion. Et je crois que là, il y a quand même des profils qui, du coup, le collectif active. On l'a vu sur la dernière exposition sur laquelle on a travaillé avec, donc en hommage à Didier Amblard, où bon, le fait est qu'on n'avait pas vraiment une grosse enveloppe, mais on a quand même appuyé sur le fait que s'il y avait des bénévoles, les bénévoles, bien évidemment, il fallait qu'ils mangent. Et donc, on avait une cantine tous les midis et tous les bénévoles de l'association. Donc, il y avait une équipe cantine, une équipe montage, une équipe accrochage d'affiches. Et donc, on se réunissait et il y avait quelque chose voilà, du collectif à l'œuvre qui était porté par ce montage d'exposition au sein de l'association. C'était un moment où chacun aussi pouvait se saisir. Il y avait, bon, bien sûr qu'il y avait une structure générale proposée pour la scénographie, mais chacun pouvait s'emparer à tout moment de la scénographie sur la façon dont on pouvait présenter le travail de Didier. Chacun était partie prenante du montage d'exposition et de la scénographie. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on tente, voilà, à la fois aussi à Zaoum, c'est important aussi que tout le monde soit partie prenante de la programmation, que quand on accueille des artistes, c'est pareil, on ne fait pas de mise à disposition sans lien avec les personnes qui viennent à l'association. C'est pareil, nécessairement d'ailleurs du lien qui s'opère entre les artistes qui viennent proposer des projets et les membres de l'association. C'est des choses auxquelles on tient. Et puis, on a une question dans la conversation, c'est de savoir si les soignants accompagnent aussi les résidents en s'impliquant eux-mêmes dans une démarche artistique. C'est-à-dire que vous parlez des soignants qui sont dans les structures. Parce que dans notre association, il y a quelques soignants, effectivement, puisque moi je suis psychiatre et psychologue, mais en ce qui me concerne et ce qui concerne les intervenants, on travaille évidemment. Moi, je m'occupe plus spécifiquement des ateliers d'écriture, par exemple, puisque c'est ce que j'ai fait quand même pendant plusieurs dizaines d'années à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que, en tant que responsable de ces ateliers, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque ateliers, hein, avec un grand A, donc ce qui comptait, c'était la pratique. Et c'est moi qui avais créé les ateliers d'écriture, puisque c'est aussi ma pratique personnelle dans ce domaine. Donc, atelier d'écriture et puis atelier art plastique. Je peux être à la fois psychiatre, mais dans ces ateliers, il est clair que j'interviens comme intervient un artiste. Peut-être éventuellement la différence peut être à certains moments, pour certaines difficultés ici ou là, et éventuellement aussi des difficultés pour mettre en route l'activité artistique, pour voir comment les choses peuvent débuter. Parce que là, il convient parfois d'utiliser des façons de faire qui appartiennent au registre, par exemple, de la psychanalyse. Un petit point aussi sur, rapidement, les artistes qu'on choisit et qui travaillent avec nous.
dans notre structure sont souvent des artistes qui connaissent aussi la psychiatrie de l'intérieur. Donc on va passer à notre dernière partie qui est vraiment pour ce... Donc merci à l'ensemble de nos intervenants pour ces apports. Yes. On va passer à une mise... comment finalement mettre en action la thématique de la santé mentale et des arts dans le cadre des semaines d'information pour la santé mentale, sur la santé mentale en octobre 2026. Puisque, voilà, on le rappelle, le thème est pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts, donc tout comme le thème de ce webinaire. Donc c'est en binôme avec ma collègue Julie Ginesté, qui est chargée de documentation, qui s'est présentée tout à l'heure, qu'on va vous présenter comment on peut travailler de concert, donc à Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes, pour outiller les acteurs de la région dans le déploiement d'actions, donc dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, qui sont l'occasion pour tout un chacun de se lancer dans des projets et des actions. Oui, ouais, en effet, chaque année, nous accompagnons les acteurs sur les sismes. Il y a notamment la création d'une boîte à outils. Mais avant de partir à la découverte de cette fameuse boîte à outils, pour cette édition 2026, peut-être que nous pourrions revenir sur ce que sont les semaines d'information sur la santé mentale. De quoi s'agit-il, Bénédicte? Oui, donc c'est un événement qui a lieu chaque année pendant 2 semaines, au mois d'octobre, qui est destiné au grand public. Donc cette année, ça aura lieu du 5 au 18 octobre partout en France. Et donc il y a plusieurs objectifs qui sont déjà de promouvoir une vision globale de la santé mentale en lien avec la thématique qui est définie chaque année. Donc l'année dernière, enfin cette année par exemple, c'est santé mentale et art. Il y a pu avoir santé mentale et sport, mouvement, etc. Enfin voilà, il y a une thématique qui change chaque année. Donc ça permet d'informer à la fois de manière générale sur la santé mentale, mais aussi sur les troubles psychiques, les possibilités de rétablissement, sur les droits aussi, et sur les ressources qui existent en termes de promotion, de prévention, d'éducation, de soins, d'accompagnement, d'entraide, etc. C'est aussi donc de déstigmatiser les troubles psychiques et notamment en partageant en favorisant le partage, en tout cas de savoir expérientiel, donc le savoir issu de l'expérience des personnes directement concernées, mais aussi de déstigmatiser tout ce qui est finalement ressources sanitaires, sociales et médico-sociales. L'idée, c'est aussi de favoriser le développement des ressources individuelles, sociales et environnementales pour pouvoir prendre soin de sa santé mentale, de la santé mentale de la population. Mais c'est aussi, bien évidemment, par le côté collectif, la dimension collective, l'idée aussi de fédérer les personnes qui souhaitent agir en faveur de la santé mentale, construire des événements en partenariat local, par exemple. Et puis, c'est de faire connaître les lieux, les personnes et les moyens, les soutiens de proximité et donc les ressources qui peuvent apporter une information fiable sur la santé mentale. Et du coup, chaque année, donc, une thématique différente est proposée. Oui, voilà, donc comme je disais, bah voilà, on peut avoir des thématiques qui changent. Donc l'an dernier, c'était le lien social comme facteur de santé mentale. Cette année, c'est les liens, les impacts, notamment les bienfaits de l'art sur la santé mentale, mais les liens aussi, voilà, un peu dans tous les sens entre art et santé mentale. Et donc l'intérêt d'avoir une thématique qui change chaque année, c'est de pouvoir aborder la question de la santé mentale sous un angle différent, mais c'est aussi de réunir des partenaires d'horizons différents qui vont se mettre ensemble autour de la table pour mener des actions. Et concrètement, qui peut s'impliquer dans une action dans le cadre des sismes? Donc tout le monde peut s'impliquer, tout le monde est invité à s'impliquer, que vous soyez professionnel, donc de santé, de l'éducation, du social, que vous soyez usager, personnes concernées, citoyens, élus, bénévoles, voilà, vous pouvez vous impliquer dans un projet puisque la santé mentale est l'affaire de tous, qu'elle concerne voilà, tous les champs et qu'on est tous légitimes à agir en santé mentale et donc à proposer un événement à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale. Et il existe des collectifs où on peut travailler en partenariat sur ces semaines d'information sur la santé mentale? Alors oui, ces dynamiques en général sont portées par ce qu'on appelle des collectifs ou des comités SISM, donc pour Semaine d'information sur la santé mentale, en département, en territoire. Donc il peut en exister un ou plusieurs sur chaque département, et avec des porteurs qui peuvent être variés. Les personnes qui coordonnent ces collectifs peuvent être des coordinateurs de conseil local de santé, de contrat local de santé, de conseil local de santé mentale, ou bien des associations. Et à Promotion Santé, comment on s'implique dans les sismes? Alors, notre implication, elle prend différentes formes. Donc, soit on participe localement à des collectifs. Pour certains territoires, on anime ces collectifs, ces comités sismes. On intervient aussi en accompagnement
d'acteurs, donc peu importe, professionnels, bénévoles ou autres, qui proposent des actions, qui mettent en œuvre des actions. On vient les accompagner d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue du sujet, projet. On peut animer aussi ou co-animer des actions. Et puis, chaque année, donc, on monte une boîte à outils numérique pour outiller les acteurs. Et puis, vous pouvez venir aussi dans les centres ressources de nos délégations pour emprunter des outils physiques aussi pour voilà, mener des animations. Et du coup, à ce propos, au sujet de la boîte à outils numérique, Julie, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, donc chaque année, on crée une boîte à outils en ligne, en lien avec bien sûr la thématique des semaines de formation sur la santé mentale. Donc cette boîte à outils a un double objectif, vous outiller concrètement et vous inspirer pour construire vos actions. Elle est disponible via une plateforme en ligne, donc un Padlet, qu'on vous transférera le lien pour que vous puissiez avoir accès. Vous pourriez avoir accès à tout moment. Sachez donc, que c'est un outil numérique qui peut donc évoluer, être alimenté régulièrement au fur et à mesure des découvertes de ressources en ligne que je vous communiquerai via cette plateforme. Si vous perdez ce lien, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le retrouver sur notre site internet. Donc cette boîte à outils, en fait, il y a plusieurs parties. Donc il y a une première partie qui ne change pas d'année en année. On appelle cette première partie, c'est baptisée pour comprendre. Donc c'est sur cette partie-là que vous trouverez donc les supports méthodologiques des sismes. Un lien également vers le site national. Donc voilà, là vous avez le Padlet, on va dire général, qui s'intitule donc voilà pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts. Et vous pouvez voir qu'il y a 5 donc parties qui correspondent en fait à des petits Padlets, c'est-à-dire à des pages sur lesquelles vous pourrez avoir accès aux différentes ressources. Donc la page dont je vous parle actuellement, donc c'est pour comprendre. Comme je vous disais, vous allez pouvoir trouver des supports méthodologiques, donc des sismes, le lien vers le site national, l'argumentaire de l'année et également des pages dédiées aux ressources en santé mentale qui sont donc réalisées sur notre site internet Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc le principe est vraiment simple. Vous cliquez sur, vous voyez sur l'écran, vous avez des petits encarts blancs avec l'intitulé de la ressource. Il vous suffira juste de cliquer dessus pour avoir accès au site internet concerné, à la ressource concernée. Voilà, c'est vraiment très facile d'utilisation. Donc, on a voilà, donc ajouté également, comme je vous disais, voilà, des fameux liens vers également des ressources qui concernent l'art et la santé mentale de manière générale. Après, on peut aller un peu plus dans le détail. Par exemple, voilà, au niveau, pardon, on peut voir également là-dedans, sur la page Soutenir la santé mentale par les arts. On vous invite ici à explorer donc différentes approches adaptées à des publics spécifiques. Donc, il y a différentes portes d'entrée qui permettent donc de voir, par exemple, la landart thérapie chez les plus jeunes, les musées nationaux qui adaptent leur muséographie pour les rendre accessibles à un public ayant une santé mentale fragile, ou encore le théâtre qui est vecteur de libération de parole pour parler de sa santé mentale. Donc, il y a différents exemples, différentes inspirations qu'on pourrait trouver dessus. Ensuite, nous avons donc un deuxième port d'entrée qui est donc la rubrique médiation artistique à visée thérapeutique. On va vous présenter ça dans la slide suivante, qui regroupe donc des outils. Voilà, merci Bénédicte. Qui regroupe des outils, des partages d'expériences en thérapie par le biais des arts classiques et visuels, celui des médiations scéniques et corporelles, celui des médiations sonores et musicales, et celui des médiations numériques et autres dispositifs hybrides. Donc, voilà, ça peut être le jeu vidéo ou autre outil numérique. Ensuite, une troisième porte d'entrée s'intitule Quand l'art parle de santé mentale. Donc, ça peut être une autre approche encore de la santé mentale par les arts. Vous y trouverez donc des références cinématographiques, du petit écran, de la littérature ou encore des références musicales qui traitent de la santé mentale, du vécu de personnes malades, mais aussi des témoignages d'expériences artistiques, comme par exemple celui de la réalisation d'un film par un groupe de personnes fragilisées par des troubles psychiques. Donc voilà, donc ça montre un petit peu ce qui se peut se faire sur le terrain. Et enfin, donc on a souhaité avoir une dernière porte d'entrée sur la santé mentale des artistes, qui est également à prendre en compte. Donc par exemple, le lien entre la création artistique
et les troubles psychiques que l'on retrouve parfois chez certains artistes. Donc, on pense à des artistes anciens comme Van Gogh, mais après, il peut y avoir d'autres exemples plus récents. Je vous laisserai découvrir cela donc, en cliquant sur les fameux encarts blancs. Également, donc, on évoque le lien entre les problématiques de violences sexistes et sexuelles que l'on retrouve aussi dans le milieu artistique. On parle aussi de MeToo dans le monde artistique. Également, il y a un onglet, donc, enfin, une partie sur la vulnérabilité de la santé mentale des artistes avec des pistes pour mieux comprendre au-delà des préjugés et des on-dit. Voilà comment donc cette boîte à outils est construite. Et merci Julie. Et du coup, derrière toutes ces portes d'entrée, on trouve quel type de ressources? Est-ce que c'est plutôt des guides méthodologiques, par exemple? Alors oui, en effet, il y en a plusieurs, mais pas seulement. Ça dépend vraiment des thématiques qui sont présentées. Par exemple, dans la partie public précaire et vulnérable, on partage des témoignages, des comptes rendus d'initiatives ou des liens vers des associations avec des initiatives inspirantes. Donc, voilà, on a eu plusieurs exemples qui ont été donnés à l'occasion de l'intervention des personnes qui m'ont précédée. Dans la partie, quand l'art parle de santé mentale, il y a des analyses de réalisation artistique en lien avec la santé mentale, dont des liens vers des films ou des séries qui peuvent faire l'objet de séances ciné-débat, par exemple. Ça peut être une idée d'animation. Et dans la partie personnes en situation de handicap, vous trouverez beaucoup d'outils pédagogiques imprimables, des exemples de séances à animer qui peuvent vous aider donc à aborder la thématique de la santé mentale et des arts. Voilà, donc beaucoup d'exemples à regarder, à découvrir. Merci beaucoup, Julie. Et du coup, si une ressource m'intéresse, donc tu disais, on clique donc sur la vignette. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières, voilà, des conseils à donner? Alors, tout simplement, si c'est une ressource en ligne, vous pourrez la lire ou même voir télécharger gratuitement. Donc, ça peut être un PDF ou un outil à imprimer. Également, vous pourrez trouver quelques ressources empruntables, voilà, dans nos centres de documentation. Donc, quand vous cliquerez sur la vignette, ça vous renverra vers notre base documentaire, donc du site Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous pourrez voir dans quel centre de ressources vous pourrez emprunter l'outil. Donc, en fonction de là où vous travaillez, là où vous vivez, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre de documentation le plus proche, qui a bien sûr la ressource disponible. Voilà, donc ça vous permet, voilà, ça permet d'avoir un accès encore plus large à la documentation dans nos centres ressources. Et si donc la ressource n'est pas disponible dans mon département? Alors là, il ne faut pas hésiter à contacter les chargés de documentation de chaque département, parce que peut-être qu'on ne peut pas avoir la ressource en question disponible, mais peut-être qu'on peut avoir d'autres ressources, on peut vous orienter vers d'autres ressources qui peuvent vous aider dans vos actions. On peut vous proposer donc des équivalents et vous aider bien sûr dans votre recherche et même faire appel à notre réseau de chargés de documentation de l'association pour essayer de vous aiguiller, vous aider le mieux possible. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur cette boîte à outils. Si vous-même, vous connaissez des ressources qui ne sont pas présentes, n'hésitez pas à les partager. On pourra donc alimenter cette boîte à outils pour l'améliorer. Et puisque, voilà, les sismes, c'est en octobre, donc on a encore du temps pour pouvoir alimenter cette boîte à outils. Et on espère, voilà, que vous pourrez y trouver des inspirations pour vos animations, vos sensibilisations que vous mettrez en place à l'occasion de ces sismes. Merci beaucoup, Julie, pour ta présentation. On espère que vous pourrez vous saisir voilà, de cette boîte à outils. Je vais maintenant passer la parole aux différents intervenants pour savoir si vous avez un mot de la fin avant qu'on conclue. Oui, moi je voulais juste ajouter quelque chose, mais qui était vraiment dans toutes les interventions, c'est cette notion du lien et des frontières en fait entre les scientifiques, les personnes qui sont soignées, les intervenants, les artistes, les médiateurs. Et en fait, tout ça, c'est un peu des catégories. Et souvent, je prends l'image de la recette de cuisine de notre grand-mère. En fait, on s'en souvient mieux que du restaurant étoilé du coin. Donc, en promotion santé, est-ce que ça serait pas plutôt l'idée d'aller essayer de réinterroger ces frontières?
L'art brut aussi, c'est un art qui est, voilà, c'est entre amateurs et professionnels. Et quelque part, moi, nous, ce qu'on essaie de faire passer, mais c'est pas toujours facile avec les services de promotion santé ou les équipes de recherche, c'est que quelque part, le moment où on fait le projet et la façon de le faire ensemble, c'est finalement plus important que le support ou l'outil qui va en découler, puisque même si voilà, l'outil, c'est important qu'il soit bien, il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille ensemble qui, à mon avis, en santé mentale, fait plus de sens que le message lui-même. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, Jérôme. Au niveau des autres intervenants, est-ce que vous voulez conclure? Euh, Je veux bien intervenir rapidement. Nous, ce que je trouve génial quand on entend ce type de témoignage, c'est de voir la diversité des interventions. Nous, comme je dis, on a accompagné près de 200 projets. Ils sont tous différents et à chaque fois, on réinvente. Et je trouve que il y a aussi cette notion de partage d'expérience, voilà, comment est-ce qu'on crée ce lien. Enfin voilà, c'est pour ça que moi je donnais mon mail si vous êtes intéressé d'échanger, etc. Nous, on est toujours intéressés justement de partager, d'échanger les bonnes pratiques, etc. Parce que je trouve ça vraiment enthousiasmant de voir la diversité, même dans les mécanismes qui sont mis en place, qui sont tous créatifs et innovants. Donc voilà, donc c'est plutôt je partage un enthousiasme en fait d'écouter tout ça, c'est très enthousiasmant. Moi, je veux bien rajouter juste quelque chose. Pareil, hein, je rebondis sur ce qui a été dit, mais on dit souvent avec Interstice que ce sont des prétextes à la rencontre. Donc, j'insiste aussi, moi aussi, sur la question du lien et de ce que ça crée. Et peut-être, je ne sais pas qui nous écoute, mais parce que je me dis, c'est tellement magnifique tous ces projets, là, en vous écoutant aussi les uns les autres que je découvre. Et simplement, peut-être pas avoir peur de la quantité, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de projets, on fait beaucoup de choses. Et parfois, moi, quand j'anime le comité local en Drôme-Ardèche, ça peut faire peur quand un éducateur veut monter un projet, qui ne sait pas comment s'y prendre, ou un psychologue, ou même quelqu'un qui est père aidant. Enfin, voilà. Et en fait, je trouve qu'il faut toujours rester dans un rapport à l'humilité aussi. C'est-à-dire qu'on est sur des projets très humains, très petit et l'humilité, l'humus, la terre, enfin des choses très simples en fait, et que c'est possible déjà de faire un petit projet. Voilà, j'ai envie de dire ça, parce que quand j'entends ça, après j'ai un vertige en disant waouh, c'est magnifique, il y a vraiment des super choses, mais que ça fasse pas peur non plus sur des petits projets qui vont. En fait, nous on avait commencé tout petit ici, et ça sème des graines, et ces graines elles poussent, ça fait des très jolis jardins. On parle de permaculture hospitalière, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est moi j'avais envie de finir là-dessus. Merci à toutes et tous pour vos participations et à très bientôt.